Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins du tourisme rural et des besoins des entreprises qui s'occupent de ce secteur incroyablement intéressant. Je suis Michele de Fonte Francesco. Je suis professeur adjoint d'anthropologie culturelle à l'Université des sciences de la gastronomie, où j'enseigne l'anthropologie de l'alimentation et la théorie de l'innovation. C'est une base solide sur laquelle nous allons parler du contenu de cette formation, de ce cours. La première chose dont nous allons devoir parler aujourd'hui, c'est quels sont les besoins émergents du tourisme. Tout d'abord, qu'est-ce que le tourisme? Le tourisme consiste à voyager, à séjourner dans des lieux qui sont en dehors de notre environnement habituel, à des fins de loisirs, d'affaires ou autres, pendant moins d'une année. C'est la définition qui est communément fournie par de nombreux dictionnaires, par les médias et par des livres de classe. Nous partons donc de ce constat pour explorer ce qu'est réellement le tourisme pour nos pays. Le tourisme est donc quelque chose d'assez ancien, ce n'est pas récent, car si l'on pense déjà au IIe siècle, le savant grec Pausanias écrivait un guide touristique de la Grèce afin de fournir toutes les informations nécessaires pour visiter des lieux mythologiques, des lieux historiques. Et cela nous dit donc que le tourisme a des racines assez profondes dans le passé. À l'époque médiévale, le tourisme a radicalement changé en raison de la transformation qu'a subi le continent et de la visite de certains lieux saints, comme celui d'Orlando bien sûr, ce qui nous a permis d'établir un lien particulier avec la vie de certains saints tels que Pierre à Rome ou d'autres qui sont réellement vénérés à travers l'Europe. Il y a un lien sérieux avec la religion à cette époque. Ces voyages ont fait l'objet de romans, de nombreux poèmes. Par exemple, rappelons-nous simplement les détails du contemporain de Chaucer. Bien sûr, ce genre de voyage ne concernait pas seulement la religion chrétienne, la chrétienté. Cela fait partie d'une manière plus large de comprendre la dévotion, ses mécanismes, et cela pour d'autres religions à travers le monde, pour atteindre, pensons à l'islam aussi, avec le pèlerinage à la Mecque. Donc pour atteindre un poste plus récent, le tourisme moderne a pris forme à partir du XVIIe siècle. Il s'agissait d'abord des élites, des jeunes de toute l'Europe, ceux des classes aisées, des bonnes familles, qui voyagent pour visiter des lieux historiques, des lieux d'art comme Florence, Rome, Venise, mais aussi des villes importantes à l'époque comme Constantinople. Et c'est bien là l'origine, les racines du Grand Tour. Le Grand Tour, c'était un phénomène du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe, qui impliquait de voyager pendant une année de césure, pour raccrocher à quelque chose d'actuel, qui se faisait après les études pour en savoir plus sur la culture, sur l'histoire du continent en particulier, sur les beaux-arts de l'ancien et du contemporain. Il faudra attendre le XXe siècle pour voir naître le tourisme de masse. Le tourisme de masse a été permis par la création d'infrastructures comme les chemins de fer. Dans toute l'Europe, la diffusion des moyens de transport, les automobiles, ces voitures qui permettaient aux gens des classes aisées, des classes moyennes aussi et populaires de voyager à travers le pays et le continent. Ils commencent à bouger, à explorer la campagne, les villes d'art, explorer différents pays, différentes régions, pas seulement pour les affaires, mais juste pour les loisirs. Avec cela, c'est la naissance d'événements de soutien, comme des événements sportifs tels que les Jeux olympiques au début du XVIIIe et du XXe siècle,
Et puis, ce n'est que récemment, au cours des 30 dernières années, que nous avons commencé à parler de tourisme mondial. Qu'est-ce que le tourisme mondial? C'est la possibilité de se déplacer à travers le monde, pas seulement dans le pays, mais de se déplacer librement à travers les pays, les continents, pour visiter des endroits même très éloignés. Au XXe siècle, cela concernait les rares qui se le permettent, qui étaient assez riches pour le faire. Maintenant, ces voyages concernent une grande partie de la population qui peut visiter des destinations très exotiques, très éloignées, comme en Asie extrêmement orientale, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Nous vivons donc bien aujourd'hui dans une zone touristique mondialisée et le tourisme est un phénomène mondial. Regardez, en Italie par exemple, nous avons eu un nombre d'arrivées en 2019 qui est à peu près équivalent au nombre de la population du pays. Donc nous avons l'Italie, hein, puisque je suis italien, l'Italie a accueilli 64 millions de personnes et la population est de grosso modo 60 millions de personnes. Cela implique des gens de la plupart des pays européens, mais aussi d'autres pays du monde. Les pays dont venaient les touristes sont principalement la France, l'Espagne, États-Unis, Chine, Italie, Turquie, Mexique, Thaïlande, Allemagne et Royaume-Uni. Donc nous voyons donc un monde qui bouge dans un monde qui est globalisé, où les gens circulent dans des endroits assez éloignés pour en savoir plus sur une culture différente, dans le cadre d'une industrie qui est florissante, qui a généré des profits conséquents. Pour les États-Unis, c'est 215 millions de dollars. Pour l'Italie, c'est 49 milliards de dollars. C'est donc aussi un montant d'argent très important dans le tourisme. Le tourisme est un phénomène complexe qui implique l'exploration de différentes choses en fonction des différents goûts des gens. On assiste donc à certaines formes spécialisées de tourisme. Il y a un certain nombre dont nous avons parlé ici, comme le tourisme religieux. C'est quand les gens recherchent des sites religieux comme des anciens pèlerinages en Europe, autour de la Méditerranée, et ça implique un contexte particulier. Il y a le tourisme gastronomique, le tourisme environnemental, à la recherche de ressources naturelles, de certains endroits particuliers aussi réputés. Quand on parle de tourisme, qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, il y a des problèmes qui concernent aussi le développement local et le développement de certaines nouvelles opportunités, des dynamiques d'emploi, de ruralité ou pas, la promotion d'une certaine sensibilité culturelle parmi les touristes, un investissement dans la conservation du patrimoine. Il ne faut pas oublier que aussi la chasse au tourisme peut conduire à de nombreux problèmes concernant l'impact environnemental, cette globalisation, cette uniformisation des cultures, certains cas aussi d'exploitation du travail, des formes de développement non durable, une marchandisation du patrimoine. Donc, en effet, nous devons penser au tourisme en termes d'opportunités pour nos communautés. En même temps, c'est quelque chose aussi qui conduit à des risques et à des problèmes qu'il faut prendre en compte. Donc, que faut-il faire? Que faut-il attendre du tourisme? En effet, la société évolue au fil des années, notamment nous sommes passés assez rapidement d'une société où chacun de nous gère une identité multiple, peut être attiré par des choses qui sont très différentes. Donc on ne peut pas espérer apporter une solution simple à un problème complexe. Nous devons comprendre cette multiplicité des besoins afin d'apporter une réponse qui soit capable de faire face à une multitude de caractéristiques et de problèmes liés à notre société postmoderne contemporaine. Et quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, quand on parle de société postmoderne, déjà, on va parler des 30 dernières années.
Nous devons faire face à une société fragmentée. Cela signifie que la société n'est plus définissable à travers des simples classes, mais plutôt comme des groupes d'intérêts basés sur des groupes de parenté, de caractéristiques communes qui reposent, comme je l'ai dit, sur de multiples identités et de multiples modes de consommation. Chaque individu veut avoir sa propre expérience et c'est une expérience qui doit être personnalisée. Nous devons donc être en mesure de fournir quelque chose qui n'est pas standardisé mais qui est réellement capable de répondre aux besoins spécifiques de l'individu dans une société qui change avec le temps et chaque individu dans une société change aussi selon ses goûts au fur et à mesure du temps. Donc il ne faut pas penser à une solution standardisée qui va être stable. Ce n'est pas actuel. Il faut commencer à développer des offres touristiques qui sont capables d'évoluer dans le temps et de s'adapter aux individus, ou avec différentes options qui peuvent être sélectionnées, un peu comme un menu d'un restaurant. Donc, piocher des éléments qui peuvent être utilisés pour chacun de manière différente à un moment différent. Qu'est-ce que donc le tourisme du présent actuel? Quelle est la trajectoire actuelle du secteur touristique? Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, se pose la question de la personnalisation. Mais il y a aussi d'autres choses. Tout d'abord, il y a l'importance de l'expérience et pas plus. Juste le fait d'être assez loin. Les gens veulent faire l'expérience du lieu, vivre et marquer cette expérience avec des activités particulières qui peuvent être qualifiées d'uniques, quelque chose de personnel, quelque chose de profondément lié au territoire, mais aussi à leurs attentes. Et à propos de ces attentes, nous devons comprendre que la tendance actuelle est assez portée vers la nostalgie du passé. Cela pourrait être un passé industriel, mais la plupart du temps, c'est un passé lié aux années 80-90. Ainsi même, un passé assez récent peut être un sujet de nostalgie. Donc il faut être en mesure de fournir les éléments qui correspondent d'une manière ou d'une autre à cette sensation, à ce besoin qui crée un pont entre le présent et le passé, ce qui est très important. De plus en plus de gens sont définitivement intéressés par les dynamiques de durabilité. Ces questions qui concernent l'impact du tourisme et l'impact sur l'environnement. Donc l'impact de chaque activité que le touriste peut avoir dans un lieu particulier est aussi important. La durabilité n'est pas seulement une question d'environnement, mais aussi d'impact sur la population et sur les communautés locales. Il faut donc communiquer et créer une offre qui est capable d'apporter des éléments de durabilité sur différents points importants. Aussi des éléments de progrès humain. Il y a une vraie demande qui concerne le bien-être, la santé. Celle-ci est d'autant plus forte après la pandémie Covid. La pandémie de Covid a certainement été un tournant pour l'industrie du tourisme, un tournant négatif pour le tourisme en 2020, certain marasme. Le taux de participation globale du secteur est passé de 1000 milliards de dollars à peine 300 milliards de dollars. Voici donc l'impact de la pandémie. Et après 2020, le secteur s'est redressé lentement. Effectivement, il y a de nouveaux défis auxquels nous devons faire face. Des choses qui sont structurées. Et puis tout d'abord, il s'agit d'économie. La pandémie a été un moment d'incertitude économique et l'incertitude économique est d'ailleurs loin d'être résolue. Les gens cherchent donc la meilleure solution pour dépenser la juste somme d'argent. Donc pour eux personnellement, c'est aussi un problème d'économie. Deuxièmement, de plus en plus de personnes s'intéressent à la proximité, donc à des destinations qui sont moins lointaines. Cela se fait sentir d'une manière ou d'une autre en termes de géopolitique, en termes de problèmes de santé, de sûreté. Donc ils préfèrent se déplacer peut-être moins loin,
mais dans des endroits plus sûrs, des endroits perçus en tout cas comme sûrs, avec des services de proximité, des services médicaux et certaines installations. Il en va de même pour un besoin de sécurité, comme je viens d'en parler, qui doit être satisfait, notamment dans le cadre des visites, dans des lieux peut-être moins fréquentés aussi. Donc la peur de la pandémie, la peur de la maladie est toujours là, toujours présente et doit être aussi prise en compte quand on parle de tourisme. Il s'agit de besoins généraux. Voyons maintenant les opportunités qui viennent avec le tourisme. Nous avons discuté de ce qu'était le tourisme, des tendances actuelles. La question ici est donc, qu'est-ce que le tourisme pour nos communautés et nos entreprises en particulier? Qu'est-ce que le tourisme rural? Je l'ai mentionné précédemment, le tourisme est loin d'être un phénomène linéaire et simple et se caractérise en effet par une pluralité de formes et spécifiquement, le tourisme rural en est une. Le tourisme rural est le tourisme basé sur la visite de lieux à la campagne. L'installation est liée à la production alimentaire, à la production artisanale. Il y a un lien avec l'agriculture. Le tourisme rural est assez ancien. Pourtant, les gens au 19e siècle, au début du 20e, visitaient la campagne pour les loisirs, pour passer leurs vacances. Des vacances d'été ou une retraite dans un lieu qui était en effet un peu perçu comme une enclave, plus proche de la nature et des traditions. Mais après les années 90, on a vu une croissance assez nette du secteur touristique dans l'Europe occidentale, aux États-Unis, et puis les gens ont commencé à considérer la campagne comme une destination possible pour une période beaucoup plus courte, pour des vacances à court terme, comme le week-end, mais toujours une opportunité intéressante. Alors, effectivement, cette hausse est liée à l'urbanisation rapide de l'Ouest, des sociétés occidentales, et bien un sous-produit de l'exode rural. Si les gens se déplacent des zones rurales vers les villes pour travailler, afin de trouver des emplois, ce qui amène une exode rurale, et retournent le week-end pour visiter cette zone rurale. C'est la boucle dans laquelle nous vivons. C'est en effet une boucle qui offre des opportunités pour la maison, pour l'agriculture, pour des producteurs artisanaux. Alors pourquoi parlons-nous d'opportunités? Parce que les gens recherchent ce genre d'attraction, ce genre d'entreprise, cet artisanat, pour mieux comprendre aussi ces zones rurales, pour adapter leur expérience. Ainsi, les petits exploitants, les artisans, producteurs sont bien des personnes capables non seulement de fournir des produits, mais aussi des services touristiques en termes d'accueil et d'hébergement aussi des touristes. Cela leur permet de montrer leurs activités, leur quotidien, et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. De plus, on remarque une attention portée aux produits locaux, à la production locale. On voit un contraste avec la production de masse, artisanat, production de masse, notamment en gastronomie. On voit une opposition avec donc cette production des années 60 où les gens regardaient les produits industriels en termes de produits capables de les satisfaire, mais en termes de goût, de nouveauté et bien sûr aussi de sécurité. À partir des années 90, on est revenu vers des produits donc plus artisanaux, vers des produits capables d'offrir un lien plus fort avec celui qui le produit, avec une certaine tradition, une idée de la tradition en tout cas, et enfin une identité. Et aussi d'autre part des produits qui avaient une saveur plus forte et unique, un lien plus fort avec l'environnement, une biodiversité, un contexte particulier.
Donc en regardant ces tendances, ce changement, on se rend compte aujourd'hui que la petite production est celle qui fournit certaines opportunités quand elle est capable de parler avec le tourisme pour répondre à ses besoins touristiques, d'unicité de goût, d'authenticité, de lien avec le territoire et voilà, cette idée de la communication en tout cas, d'échange. Donc les gens recherchent un produit fiable, des produits traditionnels, et les produits traditionnels de nos jours sont ceux euh, qui attirent, où les gens se déplacent euh, pour être touristes dans les zones rurales. C'est donc la base de l'essor récent du tourisme rural et c'est vraiment intéressant cette augmentation parce qu'elle implique des endroits qui se trouvent dans des zones qui autrement resteraient isolées. Donc ça permet aussi de désenclaver certains territoires. Il faut donc comprendre qu'effectivement, voilà, le tourisme rural est en train d'évoluer, de changer et de se transformer en quelque chose qui est de plus en plus important. Regardons en Europe, nous nous rendons compte que la majeure partie du territoire du continent est encore rural ou peu urbanisé. Alors pour cette vaste zone, l'essor du tourisme signifie de nouvelles opportunités. Et pour lutter contre quoi? Pourquoi? Pour lutter contre la marginalisation rurale, je parle de la perte de population, de l'appauvrissement de certaines communautés, d'un environnement, du manque d'infrastructures. Et donc, le tourisme peut offrir des opportunités. Et malheureusement, il existe aussi des risques. Le principal risque est celui de la dépendance. Une dépendance consiste à s'appuyer entièrement sur une industrie particulière, dans ce cas, là, celle du tourisme. Donc de transformer la communauté en quelque chose qui est soutenu uniquement par le tourisme. Et cela crée un assujettissement supplémentaire de la population locale, de la communauté rurale, aux communautés urbaines et aux touristes en général. Mais considérant que c'est le risque, nous savons aussi que nous pouvons trouver des solutions pour contrer ces problèmes. Il suffit aussi de l'étudier. Nous devons donc comprendre non seulement les besoins des touristes, mais aussi les besoins des communautés rurales. Donc faire du tourisme, c'est une force qui est capable non seulement de créer du profit, créer de l'emploi, de répondre aux besoins silencieux explicites de certaines communautés, et pour cela, nous devons écouter cette communauté, les parties prenantes, comprendre quels sont les principaux domaines de besoins auxquels ils peuvent être liés. En effet, l'opportunité de travail concerne les services fournis localement. C'est aussi le problème des infrastructures. Alors, regardons l'étude de cas. Ici, on comprend mieux ce que je viens de dire quand je parle des besoins silencieux d'une communauté. Quand je veux parler de mon expérience de terrain, mon expérience de recherche menée principalement dans le nord de l'Italie, en l'occurrence. Dans ma recherche, plusieurs fois, il m'a été dit par les communautés locales donc que le tourisme est la lumière au bout du tunnel et que le tunnel est celui de la marginalisation et des départs. La lumière est la lumière d'un navire, d'une possibilité de développement futur. Eh bien, pour comprendre cette métaphore, il faut comprendre qu'en effet, l'Italie est un pays fortement urbanisé où 71% de la population vit dans des zones urbaines, tandis que les 30% restants vivent dans la campagne. Et ces 30% qui vivent dans la campagne vivent dans un espace qui concerne 70% du pays. Donc en effet, nous avons un centre urbanisé, une grande partie de zones rurales. Ces zones sont principalement dédiées à l'agriculture, mais nous devons nous rappeler que le secteur alimentaire n'est qu'une petite niche dans l'économie du pays.
On parle de termes, quand on parle de l'agriculture, on parle d'un secteur qui génère 5% du PIB global du pays. Donc cela nous permet de mieux comprendre quelle est la situation en Italie. Donc les gens dans les campagnes quittent ces campagnes et les gens qui restent à la campagne sont généralement liés à l'agriculture. Ce n'est pas une entreprise rentable en soi, en particulier dans le domaine de la production alimentaire industrialisée, de l'agriculture industrialisée. Les communautés rurales transforment des lieux qui s'appauvrissent et résistent. Alors, que faire? C'était donc ma question. Ma question lors de ma recherche, qui a eu lieu à travers le pays, et s'est concentrée sur les besoins de ces communautés. Considérons cela. Ce que j'écoutais, c'était des histoires sur la peur du futur, la peur d'un avenir pour qui on n'est pas forcément capable de répondre aux besoins des générations futures. Il y a une angoisse face à cet avenir. Et récemment est apparue une opportunité. Pourquoi? Car en réalité, le tourisme apporte deux choses principales. Le premier est d'offrir la création d'un bassin d'emploi, de nouveaux emplois, et la possibilité pour les gens de rester dans leur communauté, de créer un moyen, voilà, de subvenir à tous leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille grâce à ce tourisme. D'autre part, outre l'aspect économique, le tourisme est aussi une façon de voir une nouvelle centralité pour la communauté. Lorsque vous vivez dans une communauté, chaque jour, qui perd 2 ou 3% de sa population, vous sentez que vous vivez dans un endroit qui n'a pas d'avenir. Mais quand vous voyez le premier bus arriver avec 5000 personnes prêtes à visiter votre lieu parce qu'ils considèrent cet endroit comme unique et important, prêts à dépenser avec ce lien avec l'environnement, cela met en lumière votre territoire et redonne de l'espoir pour ces communautés. Donc, ce que nous voyons pourtant, c'est un mélange d'ouverture et de méfiance. D'une part, la communauté locale est en effet disposée à adopter le tourisme parce que pour les entreprises de ce secteur, c'est une possibilité de développement qui autrement n'est pas disponible, pas possible. Par contre, ils ne veulent pas voir leur communauté transformée par le tourisme. Donc, c'est la peur de changer. C'est la peur de devoir accepter des choses qui sont inacceptables, notamment en termes de durabilité. Donc c'est un paradigme assez prégnant dans le tourisme rural. Et donc voilà, il faut trouver un moyen de créer un lien entre la communauté, le tourisme et les entreprises, notamment. Donc comment faire? Eh bien, tout d'abord, il faut voir avec ces communautés, traiter avec elles. Parce qu'elles peuvent avoir une approche négative du tourisme, et cela doit se traiter. Par négativité, on entend qui ne sont pas prêts à accepter ce tourisme. Mais c'est pas forcément ça, c'est plutôt qu'ils considèrent les touristes comme une vache à lait, une opportunité économique qui doit être passagère, temporaire. Et voilà. Et donc il faut sortir de cette réciprocité négative pour créer une relation beaucoup plus équilibrée entre les touristes et la communauté locale. Cette communauté locale doit accepter que les touristes potentiellement peuvent revenir, ce qui crée un vrai tourisme, une vraie relation, une stabilité dans les échanges. Parce que ce n'est pas au bout d'une visite que vous pouvez créer un avenir durable pour votre zone, mais c'est avec une relation forte et durable. Il faut valoriser ces liens qui peuvent être affectifs avec le lieu, avec les artisans, avec les produits alimentaires, les produits artisanaux, donc qui vont être produits localement, comme le vin, l'huile, voilà, tous les produits artisanaux. Ce qui peut, voilà, un des risques, ça va être de marchandiser aussi ce patrimoine. En fait, une chose qui arrive souvent, c'est ce qui se passe, en effet, dans ces communautés, c'est qu'afin d'attirer de plus en plus de touristes, elle va se transformer en une sorte de Disneyland du tourisme.
et commencer à mettre en scène certaines traditions, mettre en scène un artisanat pour être plus attrayant pour le touriste. Ce qui enclenche une dynamique assez néfaste. Donc c'est effectivement un problème parce que transformer une communauté, comme je l'ai dit, comme un Luna Park, c'est quelque chose qui est loin d'être authentique et surtout, ça amène la communauté à être complètement dépendante du tourisme. Donc c'est autre chose, voilà, exagérer votre tradition afin de créer quelque chose qui n'est pas seulement authentique, mais vraiment industriel, c'est dangereux et c'est une voie qui doit être évitée. Parce qu'effectivement, nous voulons relever le défi du tourisme durable. Et le tourisme durable est d'un côté bien sûr le tourisme économique. Celui-ci est capable d'apprécier et de valoriser la spécificité aussi de l'environnement local. Mais d'un autre côté, l'autre, c'est donc sa durabilité. C'est un tourisme capable de faire prospérer la communauté sans risque pour elle de perdre son identité, ses propres particularités. Voilà, maintenant nous avons vu le tourisme comme un tout complexe. Nous avons vu en effet le tourisme comme une opportunité. Pour les zones rurales, c'est une opportunité. Et voilà, il y a certaines problématiques. La question de la durabilité, que faire ensuite, comment les professionnels peuvent aborder ce tourisme dans les zones rurales. Nous voulions aborder cette question pour notre projet de recherche et nous l'avons fait. Donc avec une recherche qui a été menée en mars et octobre 2022 dans des pays du sud, donc des pays du sud de l'Europe, et nous voulons mieux comprendre donc cette recherche. Donc qu'est-ce que le tourisme rural? Comment était-ce différent d'un pays à l'autre? Vu la zone de notre enquête qui concernait la France, l'Italie, Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, nous voulions voir comment le secteur se développait effectivement et surtout quels étaient les besoins des gens de la profession. Donc nous l'avons fait d'abord à travers une revue littéraire qui s'est penchée sur la littérature académique, puis nous sommes passés au terrain en interrogeant des professionnels et des acteurs dans tous ces secteurs et dans ces différents pays, en examinant leur point de vue, car nous voulions écouter les collectivités locales. Voilà, identifier quels sont les besoins communs. Et donc, nous avons pu regrouper ces besoins en 6 groupes particuliers. Tout d'abord, le schéma de collaboration. La première chose que les professionnels ressentent, c'est le besoin de collaboration plus forte entre les professionnels et les différentes parties prenantes, afin de créer quelque chose qui ne soit pas seulement une entreprise, mais un projet dans un environnement particulier. Et cela implique forcément différentes parties prenantes, différents professionnels, de sorte qu'en fait, vous ne pouvez pas créer quelque chose qui vous concerne uniquement, mais qui est en lien avec l'environnement, le contexte, afin que les gens puissent visiter et rester plus longtemps dans ces zones-là. Le problème, c'est que les professionnels doivent être informés à cela pour s'éloigner d'un certain égoïsme entrepreneurial et passer à une approche compétitive du terrain dans le secteur. Il faut d'ailleurs essentiellement d'autres compétences. Il faut communiquer, donc savoir comment utiliser correctement différentes langues, voilà, passer sur différents médias, savoir utiliser certaines technologies qui sont disponibles afin d'engager de plus en plus de personnes dans ces régions-là. Il s'agit également de compétences entrepreneuriales et managériales qui sont nécessaires au développement de l'entreprise. Il faut comprendre qu'il est assez rare que nous ayons une formation professionnelle en tourisme et qu'en travaillant dans le tourisme rural, la plupart du temps, cela concerne des locations de B&B, etc. Les restaurants sont gérés par des personnes qui sont arrivées au tourisme rural dans ce service plus tard.
Voilà, et donc ils utilisent ce service comme un deuxième emploi ou quelque chose qui complète leurs propres entreprises. En particulier quand on parle de l'agrotourisme, des fermes qui ouvrent des agri-restaurants. Elles ont donc besoin de plus d'informations, de plus de formations sur la façon de gérer ce type d'entreprise, ce type d'activité. Et voilà, des compétences aussi culturelles, environnementales, et cela passe par la connaissance du patrimoine local, du patrimoine culturel, de la biodiversité du lieu, afin que leur action puisse d'une part mieux orienter les touristes vers les lieux qui sont à voir, à connaître, et aussi cette capacité à apprécier la spécificité du lieu, d'autre part également pour améliorer leur offre, afin par exemple de faire évoluer leurs cartes, leurs activités, dans le cadre d'un restaurant, d'avoir voilà, des plats locaux, d'améliorer un service en général de manière à représenter la spécificité du lieu. Mais pour cela, il faut bien connaître ces spécificités. Il y a aussi une capacité sur comment gérer l'innovation, comment être en lien avec cette industrie du tourisme, connaître les tendances du marché, les appliquer dans sa propre entreprise. Et enfin, en ce qui concerne les compétences professionnelles liées à l'accueil du touriste, voilà, liées au secteur de la restauration en termes de cuisine, de service, d'hébergement en général. Donc ça, ce sont des besoins communs qu'on voit, qui ont été vus dans cette recherche. Et selon les pays, il y a des urgences plus ou moins évidentes. Ainsi, par exemple, nous voyons que dans tous les différents pays, nous avons une demande particulière. Notre recherche a souligné, par exemple, qu'en Bulgarie, les compétences entrepreneuriales, managériales et les compétences en innovation étaient plus importantes, plus recherchées, alors qu'en France, ce sont les compétences en collaboration, en communication, qui sont plus valorisées. En Grèce, professionnelles, les compétences en collaboration aussi. Et en Roumanie, par contre, ce sont les compétences plutôt culturelles, du patrimoine. Enfin, en Turquie, les compétences professionnelles sont recherchées. Il y a une vraie demande. Donc, sur la base de ces différences, nous pouvons dire mettre en évidence certaines urgences, certaines priorités à travers le continent et d'autres qui sont un peu mises à l'écart. Donc, la chose la plus importante que nous devons explorer est comment créer une meilleure collaboration entre les acteurs professionnels. Voilà, développer les compétences en gestion, des compétences en innovation, des compétences professionnelles. Et ce n'est que plus tard que viennent les compétences en communication et en développement culturel. Ce qui est un élément assez intéressant, car il nous dit qu'en effet, contrairement à d'autres secteurs du tourisme, lorsque nous parlons de tourisme rural, nous avons des gens qui connaissent en fait très bien l'endroit où ils évoluent et qui ont en fait besoin d'autre chose, de mieux comprendre cette histoire aussi, de comprendre la géographie, la biodiversité, et puis donc tout ça demande des compétences qui sont assez techniques. En général, ils savent assez bien où ils séjournent, enfin ils peuvent communiquer sur l'endroit, sur leur zone. Mais en même temps, on peut dire que malgré voilà cela, les petites entreprises ont certaines difficultés sur parfois l'utilisation des médias sociaux, et cela nécessite une formation, voilà, pour améliorer leur capacité publicitaire. Donc la question ici est aussi d'améliorer une compétence professionnelle globale en termes d'entrepreneuriat dans le secteur aussi de l'hôtellerie. Et donc il y a une vraie question au sujet de l'école, de la formation. Et c'est bien là que sont les urgences que nous avons devant nous, car en effet, nous devons accompagner tous les processus qui permettent aux professionnels de mieux appréhender leur propre métier et les opportunités en lien, différencier une offre unique d'une autre pour créer quelque chose de plus diversifié en termes d'éventail global d'opportunités pour le territoire. Ensuite, il faut accompagner l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles par de nouvelles méthodes aussi. Ce n'est plus à l'école forcément, comme on le pensait autrefois. C'est la clé finale d'un apprentissage
d'une exploration constante et professionnelle d'un chemin particulier. C'est aussi le rôle de l'institution, c'est aussi le rôle d'associations de producteurs, d'associations d'entreprises, de créer voilà, des associations pour inciter le professionnel à apprendre et à mieux comprendre ses propres besoins. Enfin, nous comprenons l'importance de la communication, de la collaboration en termes de création d'un meilleur réseau, solide réseau professionnels locaux dans ce secteur. Ce sont donc des besoins, les besoins, et c'est l'aspect où nous pouvons effectivement évoluer et développer des programmes de formation professionnelle. Donc, que faire ensuite? Eh bien, en fait, en termes de développement futur, déjà, un point de départ pour chaque professionnel, c'est de s'auto-évaluer, de réfléchir aux différents domaines qui ont été mentionnés dans ce cours et d'essayer de comprendre quels sont les aspects qui vous touchent, qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui est plus fort, pour identifier des domaines de besoins, pour trouver des solutions, notamment de formation. Mais voilà, cela commence par une identification des besoins. Ce cours fait partie de large gamme de solutions. C'est une introduction dans le secteur du tourisme pour aller de l'avant. Chaque pays a ses spécificités en matière d'éducation, en matière de promotion d'une demande, et les solutions se trouvent au niveau local. Il faut identifier aussi les secteurs de formation qui sont capables d'apporter une solution dont la profession a besoin. Merci à vous.